Allez, refonte des APL, Pinel, prêt à taux zéro, gel des normes. C'est la semaine prochaine, mercredi prochain, que le gouvernement présentera sa copie, son projet de loi pour sa réforme de la politique immobilière. Il y a des changements qui sont à prévoir. C'est ce que nous a dit dans une interview le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Sujet important et on en parle avec Éric Delannoy. Bonjour. Bonjour. Président du cabinet Tenzing. La politique du logement en France, c'est important, c'est 2 points de PIB, c'est 40 milliards d'euros investis chaque année pour des résultats qui sont quand même discutables. On a combien de millions, 4-5 millions de mal logés en France. Ce n'est pas la faute d'Emmanuel Macron, bien sûr, mais c'est toutes les politiques qu'on mène depuis des décennies de soutien finalement à la demande, des aides qui sont utiles, bien sûr, pour se loger, louer ou acheter, mais qui font gonfler les prix et pour le coup qui sont problématiques puisque de l'autre côté, il n'y a pas une politique de l'offre qui était là, comme on dit, pour aider à produire plus vite et moins cher. C'est ça, là, dans le fond, la réforme du gouvernement. Ce que souhaite le gouvernement, c'est, alors déjà, c'est une réforme à haut risque, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être contents. Comme toutes les vraies réformes. Notamment après les ordonnances. Là encore, Emmanuel Macron, pendant la campagne, avait prévenu qu'il voulait remettre de l'ordre dans la politique du logement en France. Oui. Et sortir de ce système où voilà, les aides, où toutes les aides poussent à la hausse les loyers et les prix au mètre carré, donc c'est cher. Ça va être une réforme effectivement à haut risque. C'est le ministre, pardon, je vous coupe, hein, c'est le ministre qu'on voit de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. C'est une réforme à haut risque, ne serait-ce que parce que c'est typiquement, alors, comme toutes les réformes de fond, une réforme dans laquelle le temps du politique est vraiment différente du temps de la réforme. Pourquoi ? Parce que dans le logement, vous avez la construction. La construction, ça se compte en mois, voire en années. C'est des problématiques d'information, c'est des problématiques fiscales. Ça prend en compte l'intégralité de l'écosystème étatique et privé, si je puis dire, au service du logement. Donc le temps du politique, sur un quinquennat, ça n'y suffit pas pour avoir des résultats tangibles. Ça veut dire que la conclusion, on accumule des dispositifs de court terme qui ne font que brouiller les pistes, qui ne font qu'augmenter les normes. Et quand on ajoute à ça des lobbies extrêmement puissants pour faire en sorte de pouvoir gagner dans ce court terme du politique, on arrive à une incohérence globale de la politique du logement depuis 10 ans. Je ne sais pas de quel lobby, de quel lobby vous parlez, Eric, parce que moi je me rappelle, la semaine dernière, on a reçu le président de Kaufmann & Broad. J'ai dit, mais est-ce que vos marges, grands promoteurs immobiliers en France, vos marges sont indécentes? Il fait non, nos marges elles sont classiques par rapport au secteur, quelques pourcents, rien d'exorbitant. Non, mais d'abord, il n'y a aucun, je pense, secteur qui dira que ces marges sont exorbitantes. Mais ensuite, il me semble quand même que les normes ne sont pas seulement le fait d'une inflation de hauts fonctionnaires qui chercheraient à exister. C'est aussi le fait que quand il y a une norme, il y a quelqu'un qui en bénéficie parce qu'il y a de la production et il y a de la surproduction. Quand on augmente les normes incendie, quand on rigidifie les normes sur les ascenseurs pour la conformité, les ascensoristes, ils gagnent. Ils sont contents. Ils sont contents. Donc vous avez un ensemble de secteurs et tous les corps de métiers sont concernés qui ont quelque chose à gagner à ce que la norme ne se simplifie pas parce que quand on simplifie la norme, eh ben finalement c'est des marchés que l'on perd. L'objectif, encore une fois, derrière, et après on rentre dans le dur des mesures éventuellement qui seront annoncées la semaine prochaine, et suite à cette interview du ministre de la Cohésion des Territoires dans le Figaro, c'est ça, encore une fois, on sort du système d'aide, je l'ai dit, qui pousse, encore une fois, à la hausse les loyers et le prix au mètre carré, pour faire baisser les prix, construire plus vite, notamment, il y a ces zones tendues où c'est compliqué, et arrêter d'entretenir artificiellement, encore une fois, cette spirale entre toutes ces aides et les hausses d'ailleurs qui en découlent Macron, entre les loyers et les prix au mètre carré. Je pense que l'objectif d'Emmanuel Macron sur cette réforme-là, et comme sur l'ensemble des réformes, notamment sur sa réforme fiscale, c'est de faire en sorte de fluidifier le marché. La grande, on va dire, le grand leitmotiv d'Emmanuel Macron pendant sa campagne et son driver fort pendant ce quinquennat, ça va être de favoriser la mobilité. La mobilité des personnes, c'était sur les transports, mais la mobilité des capitaux, ce sera sur la réforme fiscale. La mobilité de la résidence et du résidentiel, ça va être sur la politique du logement. Cette mobilité, pourquoi aujourd'hui elle ne fonctionne pas bien? Elle ne fonctionne pas bien parce que tous les systèmes, que ce soit sur la partie offre ou sur la partie demande, sont rigides. Sur la partie offre, parce que vous avez une construction qui n'arrive pas à se faire, à la fois à cause des normes, mais aussi pour les problématiques de différence de prix entre les différents bassins, où il y a des saturations dans certains bassins qui fait que les bâtiments le délaissent parce qu'ils n'y trouvent aucune marge. Et il y a d'autres endroits où on devrait construire, mais où il n'y a aucun intérêt à construire parce que pour le coup, c'est pas qu'il y a les mêmes aides de manière quasiment uniforme. Voilà, alors les aides ne sont pas particularisées en fonction des besoins pour une raison extrêmement simple, c'est que l'information n'est pas symétrique. Aujourd'hui, vous avez un défaut, la Cour des comptes l'avait noté déjà en 2009, que depuis les années 80,
on n'a pas mis en place les moyens d'expertise au niveau de l'État pour évaluer les besoins régionaux. Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne sait même pas quels sont les logements sociaux qui sont construits chaque année de manière fiable. Donc tant qu'on n'a pas l'information, on ne peut pas prendre des mesures politiques qui fluidifient le marché. Alors on va parler encore une fois des mesures, là c'est sur les principes, mais quand on entend le gouvernement qui, au travers du ministre de la Cohésion des Territoires, qui dit que a priori, compte encore sabrer, alors le terme est de moi, mais un peu plus les aides au logement, en prenant en compte le revenu réel de l'année en cours et pas celui d'il y a 2 ans auparavant, 100 millions d'euros d'économies, c'est pas une réforme structurelle, ça. Non. Et puis quand le président Macron, on en tombe de sa chaise quand même, qui demande aux propriétaires bailleurs dans le privé de dire baissez vos loyers de 5 euros par mois, c'est à faire croire que les propriétaires abusent sur les prix, c'est ça? Il y a eu une erreur qui a été faite, qui était d'annoncer sans autre formule la baisse des APL. Ça a été une erreur parce que c'était isoler une mesure dans le cadre d'une politique qui devait être totalement refondue. Et depuis ce temps-là, on passe son temps à essayer de rattraper cette erreur-là. Et il me semble que le vrai problème, c'est qu'il est vrai, toutes les études ont montré que l'APL est un facteur inflationniste sur les loyers. Toutes les études l'ont montré. Le seul problème, c'est que la Cour baisse... des comptes, inspection des finances... Y compris des études étrangères, des études de comparatif entre différentes capitales, etc. L'APL est un facteur inflationniste des loyers. Ça veut dire que ça ne diminue pas ce qu'on appelle le taux d'effort, qui normalement, quand on fait une aide, c'est pour baisser le taux d'effort personnel, mais au contraire, ça profite et c'est capté par les bailleurs à 90%. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on baisse l'APL, on ne baisse pas aussi rapidement les loyers. C'est ce qu'on appelle l'élasticité à la hausse ou l'élasticité à la baisse. Personne ne peut forcer les propriétaires, bailleurs à baisser leur loyer. Mais c'est un signal. Ou alors on a changé de régime. C'est un signal, tout à fait. Mais c'est effectivement... Qui ne devrait pas vous plaire d'ailleurs. Non, c'est pas une annonce qui me plaît, mais comme l'annonce de la baisse de l'APL ne me plaisait pas. Bon. Il n'empêche que le choc d'offres que veut mettre en place Emmanuel Macron... Et c'est ça, voilà. Et le vrai sujet qui va permettre non pas d'imposer la baisse des loyers, mais de construire un marché qui amènera à la baisse des loyers. Et c'est bien ça. Alors dans les mesures concrètes, qu'est-ce qu'on a pour l'instant? C'est juste que les appels vont être un peu encore réduites, que le Pinel, l'investissement Pinel, le fait qu'on réduise ses impôts en achetant du neuf et en le louant, ça sera rogné aussi, enfin revu, peut-être en gardant uniquement les aides dans les zones tendues. Les arbitrages ne sont pas rendus, ça va dans le bon sens? Les arbitrages ne sont pas rendus. Gueuler, et effectivement, ce qui est très compliqué, c'est de jouer à la fois avec les lobbies, qui sont en faveur finalement d'une inflation de sans déstabiliser le marché. Sans ne pas déstabiliser le marché et faire en sorte de avec continuer... Avec Duflo, rappelez-vous. Oui, mais il faut quand même continuer à faire en sorte de ne pas pénaliser les revenus les plus modestes. Et donc, il faut réussir à s'immiscer en fait dans ce jeu de contraintes-là pour trouver des réformes qui permettent de continuer à faire en sorte que ce soit les plus modestes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le droit au maintien dans les HLM, qui est un droit, le droit au maintien dans les lieux du HLM, sans condition, fait en sorte qu'il n'y a pas de renouvellement du tout des personnes qui ont accès au HLM. Est-ce que c'est normal? Alors que des situations personnelles évoluent et que ce droit au maintien devient être conditionné par l'évolution de la situation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 62% des jeunes qui seraient susceptibles d'avoir des revenus modestes pour pouvoir avoir ne peuvent pas accéder au HLM. Question de fluidité. Le choc d'offres, on rentre, encore une fois, c'est important maintenant, le choc d'offres qui est promis par Emmanuel Macron. C'est quoi? Parce qu'on nous parle de traitement accéléré des recours abusifs contre les permis de construire, on nous parle de l'arrêt de l'inflation des normes, on nous parle de l'inversion de la fiscalité sur les terrains. Mais il y a des choses déjà qui ont été faites, on s'en souvient, sous Manuel Valls, il y a eu des abattements pour ceux qui vendaient leur terrain plus rapidement, parce que la fiscalité pousse à attendre pour payer le moins possible d'impôts, ça peut se comprendre. Ce que propose Jacques Mézard dans cette interview au Figaro, c'est des choses qui ont déjà été un peu faites, avec des résultats qui sont, ma foi, pas super probants. Déjà, des résultats d'abord... La grande caractéristique des politiques publiques, c'est que les systèmes d'évaluation sont extrêmement faibles. Donc on ne sait pas exactement ce qu'ont donné les premiers dispositifs qui ont eu lieu. Ça s'est surajouté, ces dispositifs qui allaient dans le bon sens, avec d'autres dispositifs qui fragilisaient ces mesures-là. Les autres dispositifs, c'était quoi? C'était faire en sorte que finalement, tout le risque allait vers le bailleur locatif contre le locataire, qui fait qu'en fait, la location était pénalisée. Si vous mettez en place des mesures d'un côté qui vont être en faveur de la fluidification du marché, mais qui sont pénalisées ensuite dans une non-cohérence politique parce que vous voulez faire plaisir à un électorat en prenant d'autres mesures qui ne vont pas dans ce sens-là, ça veut dire qu'il n'y aura pas de résultat. Certes, quelles sont les mesures que le gouvernement devrait prendre d'après tout ce qu'on a pu entendre qui correspondent à un vrai changement de politique du logement en France, où pour le coup, on ferait tout pour construire. Encore une fois,
À la Fédération des promoteurs immobiliers, il y a eu une convention annuelle. Le ministre Mézard était là. Il a eu des mots doux pour dire on va tout faire pour que vous puissiez construire plus vite et moins cher. Les actes, maintenant, c'est quoi? Ça passe par quoi? Les actes vont passer. Ça n'a pas déjà été fait dans le passé. Alors d'abord, il y a des choses qui vont On retire avaient été faites dans le passé. de construire au maire. Ça serait un tollé, un truc comme ça, et qu'on donne au président des intercommunalités. Mais déjà, si on avait une cohérence de prise de décision dans les acteurs publics. Aujourd'hui, la politique du logement, c'est l'État pour la condition sur l'HLM, c'est les acteurs HLM, c'est les communes, c'est la Caisse des dépôts et consignations, c'est tout un ensemble d'acteurs qui ont des objectifs qui sont différents, voire contradictoires, et qui sont pas mis. Mais ça, c'est une mesure importante. La mise en cohérence de la politique du logement, la Cour des comptes avait chiffré que cette seule mise en cohérence de la décision pourrait permettre d'économiser 10% des 45 milliards annuels. Cette mise en cohérence de la décision, c'est un facteur qu'on n'a jamais vu. Le deuxième sujet, c'est que tous les propriétaires le voient bien. Je vais vous donner un exemple d'aberration sur les normes et sur les PLU. En 2013, plan local d'urbanisme. En 2013, on a voulu favoriser la surélévation des bâtiments pour créer des logements. Bah, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Sauf qu'on a voulu y mettre plusieurs objectifs. Et donc, on a rajouté, dans un souci de mixité sociale. Ça veut dire que quand il n'y avait pas une mixité sociale sur des logements dans des beaux quartiers qui auraient pu être surélevés, eh ben, on rajoutait tellement de conditions que rien ne se faisait. Voulait-on créer des HLM sur les toits? Ça n'avait juste aucun sens. On a donc, dans cette gouvernance qui est disparate, une incapacité à prendre des mesures cohérentes. Donc cette gouvernance, c'est un premier sujet sur lequel Emmanuel Macron va s'attaquer. Le deuxième sujet, c'est effectivement réduire l'inflation des normes, c'est résister au lobby, c'est faire en sorte de, par exemple, quand on parle de l'accessibilité aux handicapés, qui est un facteur très important, qu'on parle de l'usage et non pas que l'on parle systématiquement, d'un systématisme qui augmente les prix de construction de manière drastique. L'usage, c'est extrêmement simple. C'est que quand vous allez construire des vestiaires dans un stade de rugby, bah, je suis désolé, et faut-il le mettre aux normes de l'accessibilité des handicapés? Parce que l'usage d'un vestiaire pour le rugby, pour que les handicapés en fauteuil roulant viennent, ça va être très compliqué. Bref, travailler sur l'usage plutôt que sur une accessibilité systématique. Il y a tout un ensemble de mesures qui sont finalement assez simples dans la manière d'opérer la construction, qui, quand on les accumule dans une politique cohérente, va permettre potentiellement d'avoir dans longtemps des effets importants. Je dis bien dans longtemps parce que là encore, la politique de logement, ce n'est pas le temps de la politique d'un quinquennat. On attend les arbitrages, on en parlera la semaine prochaine, mais à voir si cette réforme sera une réforme de plus ou si vraiment on reverra le système, un vrai Big Bang, avec pour le coup une vraie politique de soutien à l'offre et à la construction, mais ça on le saura la semaine prochaine. Souvenons-nous qu'un Big Bang, c'est une réforme qui crée des déstabilisations à court terme et des effets à long terme. Et donc les politiques n'aiment pas ça. Parce qu'il y a les élections évidemment. Merci à vous Éric Delannoy donc, président du cabinet Tenzing. Merci pour ces explications. Merci. Au revoir.